Nouvel épisode sur Café Manivelle, blabla à toi. Mais oui, on va parler des freins. De l'effet de frein. Sur la suspension arrière. Donc, en gros, quand je freine, qu'est-ce que ça fait sur le terrain? C'est ça. Et tu m'as dit, le premier effet, C'est d'avoir des bons freins. pas des ABS. Même si le vrai ABS arrive sur les vélos. Il commence. Non mais oui, si t'as pas un bon frein. On se fait un petit air de café quand même. Oui, on va en avoir besoin du café. Un tabac hill, j'adore ça. Ça va discuter un peu. Et tant qu'on est dans l'instant promo, on Oui. va faire notre promo. Abonnez-vous surtout sur tous les réseaux. YouTube, Insta, Facebook, TikTok, tout est gratuit bien sûr. Nous c'est un gros pouce pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait surtout. Oui. Et voilà. Allez go, sur le canapé. T'as fait de la lecture. On fait des piles de livres devant maintenant. Ouais, j'ai attaqué celui de Mathias Dandois d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Ah. Et j'ai fait que le premier chapitre. Pour le moment, ça va pas tarder. On peut pas tout faire. J'espère que vous connaissez Mathias Dandois d'ailleurs. Mais oui, ceux qui le connaissent. Dernier champion du monde de flat. Ouais, lui, il est moins embêté avec ce qu'on va parler là. Avec son vélo, pas embêté. Tout rigide, en 20 pouces. Il a même pas besoin des freins pratiquement. Ben, tous les effets, lui, il n'a pas besoin là. Lui, il y a que la géométrie du vélo. Bon, on parle de quoi aujourd'hui Eh ben, des freins, vu qu'il en a pas trop besoin, lui, nous, on va parler des freins. C'est un sujet important, le freinage. L'anti-squat? Non, pas du tout. L'anti-rise? Ça peut. Non, mais on va vite l'évacuer, ça. Non, mais l'anti-rise, oui, ça c'est pour les anglophones. Non, ce qu'on va parler, pour faire très simple, c'est l'influence d'actionner ses freins quand tu es sur ton vélo. Ah, c'est comme la position sur le vélo. Voilà. On va faire simple. On va faire concret, parce que on n'a pas fait assez concret pour l'effet de bras, tu vois. J'ai dû répondre des fois à des commentaires. J'ai passé du temps à répondre aux commentaires. Des mecs qui savent de quoi ils parlaient, j'imagine. Oui. Qui voulaient compléter. Voilà, vous avez besoin de compléter. Donc on va essayer d'être encore un peu plus proche du terrain, de ce que ça réellement ça impacte sur le terrain. De faire attention aux mots utilisés. Ouais, des fois on va un peu vite. C'est vrai qu'on devrait des fois se relire et repartir, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Donc normalement, quand tu roules en vélo et que tu as besoin de freiner, à part si t'es trialiste, pour ça, ou flatteur, parce que c'est un autre monde. Le flat, ils freinent pas. Non, ils ont pas besoin. En trial, pareil, ils avancent pas, ils freinent, ils font Bon, voilà. Ça, c'est un peu différent. J'aime bien le trial, mais là, nous, on parle des gens qui avancent et qui accélèrent. Donc, quand tu accélères, forcément, il y a une force qui arrive à l'arrière. Donc, quand tu attrapes les freins, normalement, tu crées une force opposée, tu vois. Et ça Donc, transfert de masse. Un peu comme en voiture, on parlait de ça, tu vois. Tu mets un pilon au feu rouge, là. Et quand tu accélères, la voiture, elle fait tu vois, la force, ça va vers l'arrière. Et quand tu freines, ça va à l'opposé. À part quand un C15. L'accélération... Ouais, mais alors, au freinage, c'est 15, ça plonge aussi. Donc, tu vois bien qu'il se passe quelque chose quand tu freines, tu vois. Donc, et ça, sur un vélo semi-rigide. Sur un rigide, voilà. Sur un semi-rigide, c'est encore pire parce qu'il y a que la fourche qui plonge. Donc, vite, normalement, tu te mets en arrière ou tu durcis la fourche. Et sur un vélo tout suspendu, ça devient un peu plus compliqué parce que avec la cinématique et suivant la cinématique que tu as, ben là, le frein, il est un peu plus dur à gérer. Et ça, on peut faire vite le test sur le parking, je trouve, hein, où t'accélères, tu restes assis sur ton vélo et tu prends les freins. Eh oui. Et ben, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que ça va nous permettre d'expliquer ce qu'appellent les Américains l'anti-rise, qui est de s'amuser comme un véhicule motorisé, une moto, une voiture, à faire ça avec ton vélo sur une surface plate et grosso modo d'accélérer et freiner d'un coup position assise. Grosso modo, l'anti-rise, c'est ça. L'anti-rise, c'est quoi? C'est quand tu freines que la suspension te jette vers l'avant. Riser, c'est se déplier. D'accord? Comme il y a un transfert de masse, normalement, la fourche s'affaisse et la roue arrière, hop, elle te pousse comme ça. Donc ça, dans un monde virtuel, c'est vrai qu'on peut le faire un graphique et donner des chiffres. C'est un pourcentage, l'anti-rise. De 0 à 100. De 0 à 100. Grosso modo, tu prends à l'axe de tes roues, roue arrière, CIR, et tu traces un trait qui va à l'axe de ton roue avant, et 100%, c'est ton centre de gravité du pilote. Ça, c'est 100%.
Et cette droite, si elle est en dessous, ben, il y a moins de 100, enfin, les chiffres. Et si elle est au-dessus, voilà. Et c'est toujours là la grosse différence avec nos véhicules motorisés, c'est que notre centre de gravité, ben, il est jamais au même endroit. Ben, nous, il évolue vachement, que dans ta voiture, toi, ton centre de gravité, il a pas trop d'influence. Alors que sur un vélo, ton centre de gravité, vu que ton vélo, même un e-bike, souvent, il est quand même plus léger que toi. Enfin, c'est rare que, et ben, le centre de gravité du pilote, il a un impact colossal. Et donc, c'est pour ça que ces valeurs d'anti-rise, c'est une aide, mais ça n'explique pas tout. Oui, parce qu'au final, on pèse à peu près, je dirais quoi, 4 fois le poids de notre vélo. Bon, ça va dépendre, parce que, mais oui, ça va dépendre. Et attention, ce schéma-là, encore une fois, c'est sur un endroit lisse et assis, avec ton centre de gravité qui est fixe. Alors que dans la réalité, il y a de la pente. Souvent, quand tu freines, c'est plutôt quand c'est pentu. Tu bouges sur ton vélo. En e-bike, tu peux freiner à monter. Oui, c'est vrai. Et puis toi, tu bouges. Souvent, tu t'adaptes, en fait. Tu vois qu'il va se passer quelque chose, tu restes pas assis et t'attrapes les freins. À part les débutants. Sinon, de suite, on est debout sur le vélo. Et puis, suivant aussi ta taille, suivant ta flexibilité, tu vas avoir des réflexes. Tu vas baisser les chevilles, tu vas te mettre en arrière. Forcément, ton centre de gravité bouge et ton impact sur le freinage, il va être important. Instinctivement, tu compenses l'énergie qui va se passer. Oui, c'est comme ça. un ski d'ailleurs, j'ai envie de te dire. C'est là où, encore une fois, on en revient au côté prévisible, où si tu as un vélo qui est prévisible ou pas, tu arrives à gérer plus ou moins facilement ce frein. Et d'autres vélos te m'ont demandé beaucoup plus de temps pour t'adapter, parce que certains des ajustements qui ont été faits font que le frein a un impact assez qui demande un apprentissage pour bien le gérer. Voilà. Donc plus tu as une cinématique complexe, de ce que j'ai compris que sous l'effet de bras, et plus ça bouge. Alors tu as toujours besoin, si tu veux comprendre l'effet de ton frein, tu as toujours besoin, toujours, de savoir où s'articule ta suspension arrière. On en revient toujours. Si c'est un monopivot, c'est pas très compliqué. Dès qu'on commence à avoir des vélos un peu plus complexes, il peut avoir des grosses variations. Avec le fameux CIR, centre instantané de rotation. Voilà. Donc, point de pivot virtuel. Point de pivot virtuel, exactement, c'est ça. Donc là, il y a vraiment de tout. Et les ingénieurs, encore une fois, on en revient, il y a des marques qui veulent que leur vélo, quand tu freines, le vélo ait tendance à plutôt monter, donc à riser. Pourquoi? Parce que comme ça, s'il y a encore des impacts, ils disent que la suspension reste plus active. C'est un peu facile, je pense pas que ce soit réellement comme ça dans la vraie vie, mais ça fait que le vélo, il est un peu plus libéré. Il est libéré, mais d'un autre côté, il peut te pousser vers l'avant. Et de l'autre côté, il y a des marques qui, elles, ont plutôt tendance à vouloir avoir un vélo ils disent préserver la géométrie, c'est-à-dire que quand tu freines, ça rentre. Ça s'assoit, ouais. Et oui, puisque tu vois, naturellement, l'avant s'affaisse, si l'arrière aussi s'affaisse, la géométrie s'équilibre. Tu vois, au lieu de partir vers l'avant. Voilà. Là encore aussi, ça peut être un abus de langage, parce que c'est pas aussi facile que ça. Mais voilà, donc tu as des marques qui disent moi je veux que mon vélo il s'affaisse au freinage. Des marques qui disent moi je veux plutôt que ce soit neutre, que quand je freine, les forces qui appliquées à la roue arrière soient identiques au mouvement du pilote, donc ça s'équilibre. Et d'autres disent moi je veux la libérer la suspension, je veux que ça la remonte. Ça, c'est chacune des marques qui fait son choix et après à toi de faire avec. Ouais, et aussi allié avec tous les autres effets comme on a dit, parce que... Oui, on va y venir après pour la seconde partie. Pour complexifier encore ça, là on a parlé un petit peu d'anti-rise. Donc pour prendre des valeurs, souvent quand tu es à 100% d'anti-rise, c'est que les forces s'équilibrent. Donc ça, le vélo est plutôt neutre. Ça au final c'est vraiment lié aux positions du point de pivot. Oui. Grosso modo, c'est ça. Quand tu as un vélo qui est en dessous 100%, c'est plutôt tendance à riser, c'est-à-dire à pousser. Et si tu as des chiffres qui sont au-dessus de 100, ça veut dire que ça rentre. Ok. Au-dessus, ça rentre. 100%, c'est neutre. En dessous, ça pousse. Donc, si je me positionne sur un point de pivot virtuel, j'imagine qu'il peut avoir un peu les deux effets. Tu peux ça y est, tu complexifies. Sur un monopivot, suivant où tu positionnes, tu peux avoir ces courbes. C'est facile à voir. Tu mets un point de pivot haut, des bases courtes. La courbe, elle va monter très raide. Tu peux être à plus de 100. Donc, le vélo, grosso modo, il va rentrer. Tu mets un point de pivot plus bas. Des bases très longues. Voilà. Tu peux avoir un effet de frein où la suspension va te pousser. Et puis après, tu vas avoir quelque chose de plus neutre. Là, souvent, quand tu es sur des monopivots, l'effet, il est pas tout à fait linéaire, mais il part d'un peu et il descend légèrement sur une proportion c'est facile à gérer. D'autres marques, d'autres cinématiques veulent vraiment des choses
beaucoup plus linéaire. Donc ça, souvent, il y a des vélos avec des sens instantanés de rotation, style des 4-bars et compagnie, où là, la volonté, c'est que du début à la fin, tu as toujours le même effet de frein. Même des fois, des dual link, les Giant, par exemple, où tu as 2 links, comme ils sont mis, au fur et à mesure que le débattement est pris, finalement, l'anti-rise, la ligne, elle est tout le temps la même. Donc là, c'est un effet de frein qui est constant. Et par contre, tu as des cinématiques, tu as raison, où il y a des gros écarts entre le début et la fin. On en revient au VPP type Santa Cruz, où par exemple, au début, jusqu'au sag, ça fait prendre du débattement. Et après, cette valeur d'anti-rise, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, et elle va vraiment, elle est négative. Donc là, ça pousse. Oui, donc tu vois, là, on complexifie suivant les cinématiques. Il y a vraiment des effets qui peuvent être, comme tu dis, vraiment variables. Et maintenant, pour encore complexifier, il y a des 6 bars où on essaie encore de travailler et de dire, ben alors, je veux cette courbe d'amortissement, je veux cet effet de frein, et chaque paramètre est dissocié. Voilà. On arrive à dissocier les deux effets, un peu. Avec les valeurs d'anti-rise, oui. Mais après, on va revenir à la réalité parce qu'il faut pas considérer que l'anti-rise pour essayer de comprendre l'effet de frein. Ok. Voilà pour l'anti-rise. Bon, il y a plein de choses à dire, mais déjà, si tu as compris ça, qu'il y a des suspensions qui font rentrer dans le débat, d'autres qui sont neutres et d'autres qui poussent, c'est déjà pas mal. Oui, tu arrives déjà en arrivant à positionner mentalement, tu arrives à comprendre ce que peut faire ton frein. L'autre position, il y a d'autres ingénieurs qui prennent en considération le placement de l'étrier par rapport à la cinématique et au centre instantané de rotation. Qui disent qu'il n'y a pas que l'effet appliqué à la roue au point de contact, mais il y a aussi une force vectorielle où suivant où est placé l'étrier, s'il vise le centre instantané de rotation, c'est neutre. S'il est en dessus, ben forcément, il fait rentrer. Et si c'est en dessous, eh ben il pousse. Ok. Ça, il y a des ingénieurs qui disent ça se sent pas du tout. Et d'autres, c'est leur priorité dans l'effet de frein. À savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai là-dedans. Dans tous les cas, c'est un travail. Et notamment, on avait pu voir il y a quelques années, et ça revient encore, des étriers flottants, par exemple, avec des volontés bien différentes, tu vois. Pour expliquer, étrier flottant, c'est qu'ils ne tiennent pas sur le triangle arrière au final. Il est libre. Alors oui, l'étrier, il est pas libre, mais il est relié directement avec une tringle au triangle avant et pas au triangle arrière. Donc quand tu freines, il n'y a pas cet impact sur la cinématique. Mais suivant où on le positionne, ça a un fort impact sur le vélo. Par exemple, Fabien Barrel, quand il a gagné au G avec son Kona, il avait recopié ça, des freins flottants sur les Xara de Sébastien Loeb à l'époque. Où le but, c'est que quand tu freinais, ça plaquait la voiture au sol. Et lui, il a voulu faire pareil. Donc lui, là, il a mis des valeurs vachement importantes pour faire rentrer le vélo dans le débattement. Grosso modo, il voulait freiner très tard, très fort, et très bref, et le vélo, il rentre, tu vois. Mmh. À l'inverse, on a vu il y a moins longtemps notre ami Danny Hart quand il était chez Cube avec son vélo DH où il y avait un étrier flottant. Il lui était placé au contraire pour avoir 0%. Donc au contraire, à déplier à fond la suspension. Donc tu vois, c'est des étriers flottants, mais suivant comment tu le positionnes, ben encore une fois, on revient au même, est-ce que c'est neutre, est-ce que ça fait rentrer ou est-ce que ça fait sortir. Et chez Commensal, par exemple, aussi le vélo de DH, beaucoup sur le vélo de DH parce qu'il y a du poids en plus et puis eux, c'est important le freinage. Mais on pouvait jouer et suivant les pistes, ils pouvaient choisir. Ouais, exactement. S'il y a une piste très raide où ils ont besoin de faire asseoir le vélo, ou si c'est des pistes très plates où ils ont plutôt quand ça freine besoin de pousser pour que le vélo rentre pas trop dans le débattement. Je pense à des pistes comme Fort Bill, des choses comme ça. Voilà, ils jouent avec. Un vélo trail enduro, on voit quand même un peu moins ça. Il y avait une petite marque allemande qui le faisait. Mais après, il y a des marques qui jouent pas avec du trier flottant, mais qui jouent avec quand même un peu dans cet état d'esprit de flottant. Je pense au Trek, je pense au Orbea, à tous les vélos où il y a un point concentrique entre les liaisons haubans, base et roue arrière, tu vois. Ben là, la positionnement de l'étrier sur les haubans, ben c'est beaucoup plus neutre et c'est souvent pour libérer la suspension. Ok, c'est avant tout pour le choix au freinage. Ok. Ouais. Et d'autres, aujourd'hui, il y en a qui, je dis, qui s'en moquent. Par exemple, il y a beaucoup de vélos, notamment en cross-country, où le trier de frein est posé sur les bases et pas les haubans, tu sais. Beaucoup de vélos de cross-country où les haubans servent à la flexion, tu sais. Ouais. Comme c'est les bras arrière en carbone. Ben, pour que ça bouge, ils le mettent en bas. Ben ça, certains ingénieurs vont te dire, ben oui, ben quand ça va freiner, ça va loquer la suspension à mort. Et d'autres qui disent, ben non, on le sent pas du tout, et c'est pas intéressant, tu vois. Donc, l'effet de frein, aujourd'hui, c'est la position de l'étrier et, suivant la cinématique, comment est positionné le frein. Pas si facile.
Non, c'est complexe et pour être honnête, c'est un effet qui est tellement lié avec les autres que pour le dissocier vraiment, c'est pas évident du tout, quoi. Tu vois, si tu veux des exemples concrets, imagine tu mets le frein sur les bases, ok? Tu prends le même vélo, la même géométrie, mais tu mets pas la même courbe d'amortissement. C'est-à-dire le ratio de suspension est pas le même, pas la même progressivité. Tu auras pas la même sensation. Parce que normalement ça dépile la suspension, mais si la suspension est déjà dure pour rentrer, ça va pas du tout rentrer. Si c'est une suspension qui est très linéaire ou dégressive, ben, peut-être que ça va quand même rentrer. La même chose avec l'effet de chaîne. Si quand tu appuies, il y a beaucoup de kickback, l'effet de kickback, ben, ça détend la suspension, plus le frein où il est positionné. Les deux, C'est nul presque. ça va même pousser, ça va Oui. s'accentuer. Mais il y a des fois, ça peut s'annuler. Si tu as un étrier de frein qui va vers le ciel et que tu as beaucoup de kickback, ben, les deux peuvent s'équilibrer, on va dire. Donc c'est là où On en revient au final à ce qu'on disait sur l'effet de bras, c'est des choix c'est des choix. et des Et- curseurs. C'est ça. Et moi, des fois, ce que je m'amuse à faire, ben, c'est d'essayer d'inhiber un. Par exemple, ce qui est très souvent perturbant avec l'effet de frein, c'est qu'il est très souvent couplé avec l'effet de la chaîne. Ça, c'est facile Notamment le kickback. à voir. T'enlèves la chaîne. Voilà, et- c'est ça, c'est ça. Des fois, tu as des vélos, pour être très pragmatique. Par exemple, chez moi, tu as vu comme c'est, il y a beaucoup de cailloux, il faut freiner très tard, et il y a des vélos, tu appuies sur le frein, et ça continue. Le vélo, il rentre pas du tout dans le débattement, tu as l'impression que tu es sur de la glace, quoi. Mm. Et tu dis, putain, mais là, c'est peut-être l'anti-rise qui est trop bas et tout. Tu retires la chaîne, t'appuies, Tu ça vois rentre. vite. C'est juste que là, il y a tellement d'effets de chaîne, de tension, que toi, comme c'est très glissant, ben, pour vraiment freiner fort, tu t'abaisses, tu baisses ton centre de gravité, tu baisses tes chevilles, t'appuies très fort. Et en fait, en faisant ça, tu rentres dans le débattement, tu tends la chaîne, ben, elle te pousse la suspension vers l'extérieur. Et c'est pas vraiment le frein, en fait, qui pose problème. C'est le cumul des deux, quoi, tu vois. Et le positionnement de l'étrier, j'imagine que tu pourrais le voir en faisant plusieurs protos, en le mettant à deux endroits différents. C'est peut-être tout le cas d'ailleurs. Ça se fait, ça. Il y en a des marques qui le font. Moi, j'ai pu des fois tester. Et tu le vois, quand ils empilent plus ou moins haut, et ça a des effets. Ça a des effets. Et d'ailleurs, des fois, on s'en rend pas compte. Mais suivant comment est positionné l'étrier, si tu mets un disque en 160, par exemple, l'étrier, il est comme ça. Si tu mets un disque en 180, ça le remonte un peu. Un 203, ça le remonte un peu. Et il y a une réelle variation. Mais encore une fois, cette variation, elle est couplée vraiment à l'effet de chaîne pour moi et aussi à la cinématique. Parce que quand on dit qu'un vélo, par exemple, il fait rentrer dans le débattement, si la cinématique, elle est très progressive, où il y a beaucoup de support, ben, elle va pas beaucoup rentrer. Si c'est une suspension qui est très très libre, là, peut-être que tu vas vraiment asseoir le vélo. Donc, c'est vraiment, des fois, les constructeurs aussi, ils jouent avec ça. Tu vois? Moi, j'avais discuté avec certaines marques qui disaient, moi, je suis pas du tout d'accord, je travaillais pour cette marque. Eux, ils voulaient des anti-rails super bas avec ça. Et nous, on préfère quelque chose de neutre, mais avec une courbe d'amortissement différente. Tu sens qu'il y a vraiment des philosophies et des conceptions différentes suivant les marques. Et chacun a un peu sa recette. Donc en gros, l'anti-ride, pour moi, je laisse un petit peu de côté. Je suis conscient que Ça suffit pas, l'anti-rise. que le freinage a un gros impact sur ma suspension, mes suspensions même. Mm. Et j'ai envie de rajouter à ça que c'est en gros, il faut arriver à déterminer, on va dire, quand on choisit son vélo, où est cette valeur pour comprendre s'il pousse, si ça déplie, tout ça. Ouais. Par rapport à comment je roule, mon niveau, Oui. qu'est-ce qu'il y a après? Mon niveau, Ton terrain. Vraiment ton terrain. comme chez toi où c'est hyper Bah, par exemple, chez nous, chez moi, il y a beaucoup de virages à plat, il y a pas de grip. Un vélo qui est pas prévisible ou qui change beaucoup au freinage, c'est compliqué. Ou par rapport à chez toi où c'est que de la bonne terre, où tu peux, si tu es à 50 cm près, tu peux continuer à freiner, il y a moins d'impact. Donc c'est vrai que suivant le terrain, tu peux vraiment avoir des gros écarts. Ton niveau aussi. Par exemple, quand je roule tranquille, souvent les frais de frein ne me perturbent pas. Dès que je commence à être un peu dans mes limites, où je commence à rouler vite, là forcément quand tu freines, si ça se passe pas comme tu as envie, ou ça te pousse vers l'avant et compagnie, ben là tu te fais peur. Hein. Donc Oui. plus tu as un bon niveau, et plus tu as besoin de quelque chose de très précis, c'est normal, ça c'est toujours pareil. Et après, dans notre côté, la dernière chose qu'il faut expliquer, c'est que l'effet il est tel qu'il est, mais après il y a aussi à juger son vélo en fonction.
Si tu as un vélo, par exemple, que quand tu freines, tu sens vraiment qu'il te pousse vers l'avant, ben, qu'est-ce qu'il faut si un vélo si tu es dans de la pente et que tu as un vélo que tu peux ajuster, ben voilà, tu as tourné, tu mets un petit peu plus de compression basse vitesse sur ton vélo et forcément, tu vas avoir moins l'impression de basculer vers l'avant. À l'inverse, si ton vélo, tu as l'impression que chaque fois que tu freines, la roue arrière, elle se plante et elle part sur l'arrière, ben tu mets un petit peu de compression à l'arrière ou tu en enlèves un peu à l'avant, tu vois. Après, tu peux aussi jouer avec ta position sur le vélo. Si tu as un vélo, comme je te disais, il te pousse, ben, tu mets un guidon un peu plus haut. Forcément, tu auras moins cette impression que le vélo, il te pousse parce que ben, naturellement, tu vas t'asseoir un peu plus sur l'arrière du vélo. À l'inverse, un vélo qui a tendance à te poser sur l'arrière, ben, tu mets peut-être un guidon plus bas, plus agressif. Ou baisser les cales aussi. Ou les cales. Et donc, il y a des façons aussi de réajuster cette sensation. Voilà. Ouais, de s'adapter avec l'effet de frein qu'on a sur son vélo. Voilà. Dans tous les cas, les freins ont un énorme impact sur tes suspensions. Et c'est pour ça que les très bons pilotes, ils savent exactement où ils doivent freiner pour continuer à avoir du grip. Et voilà, ils sont très précis dans leur freinage. C'est pas pour rien qu'ils regardent au centimètre près là où ils vont freiner. Et ça, c'est vrai en descente forcément, mais même maintenant aussi en cross-country. Ouais. Moi, je sais pas si tu te souviens au JO cette année, notre ami Victor, qui perd l'avant dans des espèces de gravettes là. Ben, le freinage, il a pas été bon à ce moment-là. Non, mais tu vois, comme quoi ça peut jouer à pas grand-chose. Hein. Ouais, surtout sur cette gravette où là, c'est ça. Ben ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas neutre comme frein, comme effet, pardon. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer chaque fois dans nos essais. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand je freine et comment ça se passe. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Ça, c'est le plus important. Ouais, puis au final aussi, dernière chose pour moi, c'est que ça peut être personnel. Hein. Tu peux avoir préféré un effet de frein qui te fait plonger le vélo ou... Oui, c'est sûr. Suivant ta morphologie, deux pilotes qui roulent le même terrain mais qui n'ont pas du tout la même technique vont peut-être pas aimer le même effet de frein sur leur vélo, ça c'est sûr. Rien que la taille aussi là, on l'avait dit, l'effet de bras, mais au final c'est pour tous les... Tu peux faire le même poids et si t'es super grand ou super petit, forcément ton centre de gravité il est pas au même endroit, donc tu n'auras pas forcément besoin des mêmes effets. Je crois qu'on a fait le tour là. Pour moi j'ai fait le tour. De toute façon après, on a au moins 100 commentaires à répondre. J'espère. Après, ils veulent des fiches avec chaque fois pour leur vélo, mais ça c'est trop compliqué. Il y a tellement de vélos sur le marché qu'on peut pas... On peut répondre aux questions, mais on pourra pas faire des fiches pour tous les vélos et dire comment ils fonctionnent, tu vois. Ouais, c'est le but aussi, c'est que de comprendre par soi-même son vélo ou ses vélos. Oui. C'est le but principal de ces vidéos, Simon. Et ne vous fiez pas seulement aux informations que vous pouvez trouver sur Internet, notamment sur les anti-rise avec des sites qui vous les donnent, parce que c'est pas forcément précis déjà l'information donnée, et que des fois on compare des pommes avec des poires. Donc tranquille avec ça. Oui, ou on prend que cette information-là, mais on va pas prendre l'effet de... Tout le reste, ouais. Voilà. C'est bon pour toi, on rajoute rien de plus? On passe sur un autre effet. Allez, au suivant. Au suivant. Ça c'est fait, un de plus. T'as capté? Ouais, même si tu vois, j'ai pas beaucoup parlé. Non, mais c'est un des effets les plus complexes à sentir, je trouve. À sentir et à comprendre, pour moi, ils sont tous difficiles à comprendre. Donc. Non, mais celui-là, faut faire attention. C'est pas facile d'être sûr que la sensation que tu ressens vient vraiment du frein. Déjà parce que suivant les freins eux-mêmes, il y en a qui ont plus ou moins d'attaque et de puissance, donc ils impactent pas tout à fait pareil la suspension. Et en plus, c'est vraiment un mix de tous les autres. Donc celui-là, il est pas facile à sentir sur le terrain. Ouais, en plus tu peux pas le dissocier des autres. Donc bon, à part si tu roules sans frein, au moins t'es pas emmerdé. Ouais. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Effet, peut-être ou pas. Abonnez-vous encore une fois, on vous le dit. Et surtout, mettez des petits likes, des commentaires qui permettent de faire un bon référencement de notre travail. On en a besoin plus que jamais. Parce que c'est pas facile, YouTube et les algorithmes. Ah, ça oui. On a besoin de vous. Merci. Et à plus.